Je vais demander aux intervenants qui vont nous rejoindre maintenant de se présenter de façon la plus brève possible. Je propose qu'on commence par vous, Aurore Payard. Alors bonjour, moi c'est Aurore Payard, donc je suis de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté et je suis céréalière depuis 2016 et productrice de safran depuis 2020. Peut-être aussi situer les fonctions dans les organisations que vous avez. Donc je suis secrétaire générale des JA des jeunes agriculteurs Bourgogne-Franche-Comté. Ok, très bien, merci beaucoup. Véronique Marchesso. Bonjour, donc Véronique Marchesso, moi je suis éleveuse de vaches allaitantes dans le Morbihan, installée en GAEC avec mon conjoint. Donc moi ça fait 25 ans que je suis installée. Au départ je me suis installée en EARL pour avoir un statut. Voilà, je ne voulais pas dépendre de mon conjoint ou avoir un sous-statut, donc on s'est installé en EARL dès le départ. Et aujourd'hui, je suis secrétaire générale à la Confédération paysanne. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Michèle Boudouin, éleveux. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes derrière les écrans. Je m'appelle Michèle Boudouin. Je suis éleveuse de brebis. J'ai 500 brebis dans la chaîne des Puys, dans le Puy-de-Dôme, dans le Massif central. Puis on peut dire que je suis ce qu'on appelle une IT de l'agriculture parce que je suis non issue du milieu agricole, ce qu'on appelle maintenant un IMA. En plus d'être non issue du milieu agricole, je suis aussi ORCAD successoriale, donc je ne suis pas une héritière. Et j'ai l'avantage d'être tombée dans la filière ovine grâce à eux, parce que je pense aussi, je suis pertinemment, je pense que sans les hommes et sans la volonté des hommes, il n'y aura pas de place pour les femmes. Et grâce aux éleveurs, et ben voilà, j'ai accédé au département, à la région, au niveau national et au niveau européen, à la présidence des éleveurs de moutons. Merci beaucoup. Et Christophe Léchira, enfin. Enfin, Christophe Léchira, alors moi je suis ni agriculteur ni agricultrice, je suis responsable de la communication de TRAM. TRAM, c'est un organisme de développement agricole et on a la particularité d'accompagner depuis 30 ans des collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices. Voilà, donc moi je vous apporterai un regard plutôt du côté prisme groupe collectif d'agricultrices. Merci beaucoup, on y reviendra effectivement un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, Françoise Libert nous a fait une présentation sur les avancées des droits des femmes en agriculture. Comment est-ce que ça résonne avec votre quotidien? Peut-être d'abord Véronique et Michèle, comment vous avez vécu vos congés maternité? Alors, moi, mon premier congé maternité, ça a été un peu la cata parce qu'en fait, quand ma fille est née, j'étais installée depuis 4-5 mois. Et en fait, je n'ai pas eu droit à un congé maternité parce que la MSA me disait que quand ma fille avait été conçue, je n'étais pas agricultrice et le régime général disait quand elle est née, vous n'étiez plus au régime général. Donc, mon premier, j'espère que maintenant ça n'existe plus ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, pour le congé maternité, mon premier, j'en ai pas eu. Mon deuxième congé maternité mon deuxième et mon troisième en tant qu'agricultrice, du coup, voilà, j'ai pris un congé maternité suivi d'un congé parental. Congé parental qu'on avait pris à moitié avec mon conjoint. Voilà, donc mon conjoint était le premier à prendre un congé parental dans le département du Morbihan. Et ça a été un peu compliqué pour la MSA. Mais j'ai plein de choses compliquées avec la MSA en tant que femme, notamment, je n'ai pas pris le nom de mon mari quand je me suis mariée. Et 25 ans après, j'ai toujours des problèmes avec ça. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est étonnant parce que la MSA, normalement, c'est le nom de naissance, le premier, donc il devrait le savoir. Moi, j'ai 2 enfants, mais comme c'est une exploitation individuelle, il n'y a personne pour me seconder. Donc, je voulais juste dire que ce congé maternité, il est arrivé quand même pour les agricultrices 30 ans après le monde salarial.
Et je trouve que là aussi, ça a beaucoup patiné dans la semoule, si je peux me permettre cette expression. Et c'est vrai que moi, j'ai eu mon fils il y a 30 ans et c'était très compliqué aussi, puisqu'on n'avait vraiment même pas le même nombre de journées salariées. Donc, je crois que la santé, après, elle s'en souvient, le corps s'en souvient. 8 ans et demi plus tard, d'ailleurs, du coup, j'ai mis beaucoup de temps entre les deux. Et du coup, 8 ans et demi plus tard, ma fille est née. Et là, on s'était rapproché du système social salarié. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Non, mais merci pour ce point. Alors effectivement, vous parliez d'installation. Ça a été évoqué dans les deux présentations. Est-ce que du coup, s'installer en tant que femme, c'est différent de s'installer en tant qu'homme? Aurore, vous vous êtes installée du coup en Caen, et comment ça s'est passé un peu là-dessus? Est-ce que le fait d'être une femme, ça change quelque chose? Alors, je vais dire oui et non. Moi, je me suis installée, donc c'était l'exploitation qui était à mon papa. Donc, je me suis installée sous forme de succession, donc suite à sa disparition. Malgré que ce soit une ferme familiale, on entend toujours des choses, on voit toujours des choses, et ça reste compliqué de s'installer, et on n'est pas forcément soutenu par tout le monde. Dans le sens où on est une femme, moi, je sortais d'un cursus hors agricole, j'avais juste refait un BTS pour me mettre un peu à niveau, pour voir si ça me plaisait. Et en fait, les gens se posent la question de savoir si on est légitime en fait pour bosser sur une exploitation. Et moi, je leur disais que oui, parce que tout s'apprend, et n'importe quel métier, que ce soit agricole ou non, tout s'apprend. Et alors, effectivement, a été évoquée la question de l'âge d'installation qui est différent pour les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez, toutes les trois, effectivement, qu'il faudrait du coup orienter différemment les aides d'installation? Je ne sais pas, une DJA fléchée femmes. Est-ce qu'il faudrait aménager le dispositif ou pas? Écoutez, si on veut la parité, je ne pense pas qu'il faut dissocier justement les choses. C'est plutôt le parcours et le profil du candidat à l'installation et puis de son projet lui-même. Moi, je me suis installée à 26 ans après d'autres parcours professionnels, dans le privé comme dans la fonction publique. Donc, c'est un choix volontaire. Et je pense que c'est dans ce choix-là et dans la qualité du projet qu'on se doit d'accompagner dans l'installation. Je pense que c'est ça qui est plutôt important. Pour revenir à ce que disait Aurore, il y a effectivement l'encadrement et le soutien familial ou le soutien des colissiers aussi. Et puis, je dirais aussi, il y a le soutien du collectif. Par exemple, moi, typiquement, venant hors cadre successoral, hors cadre familial, le ITI, là, si je n'avais pas eu les jeunes agriculteurs, par exemple, de mon département, qui m'ont accompagnée, puisque j'ai été trouvée par une animatrice des JA 63 qui m'avait repérée au stage des 40 heures. Alors, je vous parle c'était vieux, le stage des 40 heures, parce que je me suis installée en 88, et c'est grâce à eux que j'ai progressé. Alors, bien sûr, la filière ovine a toujours été portée sur l'extérieur. Elle a connu la mondialisation la mondialisation bien avant les autres secteurs. Donc, elle a dû se reconvertir, elle a dû s'ouvrir. Beaucoup de femmes de moutonniers travaillaient déjà à l'extérieur. Donc, il y avait un regard éclairé, un regard ouvert et un regard assez porteur vers d'autres profils. Et grâce à eux, je me suis aussi construite. J'ai construit mon exploitation et j'ai évolué aussi avec ce collectif-là. Et Véronique, je vous laisse effectivement votre installation à vous. Est-ce que vous pensez de cette question d'aide éventuellement? Alors là, je vais plutôt vous répondre sur le plan syndical un petit peu nos revendications pour la DJA, sachant que moi j'en ai bénéficié, voilà. Qu'en fait, il y a un petit problème quand même avec la DJA, c'est que si une femme qui s'installe a un enfant pendant son parcours de DJA, en fait, elle doit quand même répondre aux mêmes engagements qu'un homme. Donc là, nous, ça nous interroge vraiment et on aimerait bien que ce soit levé, puisque du coup, pendant le congé maternité, ou le congé paternité aussi d'ailleurs, qui est plus court mais qui existe, du coup, on ne fait pas avancer son projet et ça ne décale pas dans le temps. Donc, du coup, il y a vraiment quand même une forte demande à ce que la maternité soit prise en compte pour les obligations de résultat par rapport à la DJA. Après, nous, on avait réfléchi un petit peu à ça. Est-ce qu'une DJA femme pourrait être intéressante et lever des freins pour l'installation?
Bon, en fait, on a listé des avantages et des inconvénients. Hein. C'est pas oui, non, tout blanc, tout noir. Il y a des avantages dans la mesure où aujourd'hui s'installer femme, c'est plus compliqué que quand on s'installe en étant un homme. Donc, il y a des difficultés. Est-ce que ça peut être levé par ce biais-là? D'un autre côté, il y a effectivement ce qui vient d'être dit, c'est discriminant, donc c'est pas forcément très intéressant. Toujours est-il que, en fait, il faut quand même, si ça passe pas par une DGA, prendre en compte toutes les difficultés qui sont liées, peut-être par d'autres moyens, les difficultés qui sont liées au fait d'avoir une installation plus difficile parce qu'on est une femme, dans l'accès au foncier, par exemple, ou autrement aussi tout ce qui est lié, ce que je disais tout à l'heure, à la grossesse, à la maternité, des fois l'obligation de s'arrêter quand on a des règles douloureuses. Donc, en fait, il y a quand même des améliorations qui peuvent être possibles pour favoriser l'installation des femmes, que ça passe par la DGA ou pas. Et est-ce qu'en tant que femme, c'est plus difficile de trouver des stages sur certaines spécialités? Je ne sais pas, effectivement. Est-ce que là-dessus, on sent une espèce de discrimination? Voilà, je veux m'orienter vers du machinisme, qui est un domaine classiquement plus réservé aux hommes, ou ce genre de choses. Peut-être, Aurore? Oui, moi, je vais répondre à ça parce que j'ai eu l'expérience quand j'ai voulu faire mon BPREA, parce que donc, je n'ai pas eu le BTS en ayant fait un cursus scolaire un peu plus standard, on va dire. Et au moment du BPREA, quand j'ai voulu faire de l'alternance, quand j'ai commencé à chercher, tout le monde me disait, bah oui, on cherche plus des filles parce qu'elles sont un peu plus rigoureuses. Donc, ça m'avait rassurée, mais c'est pas pour autant qu'ils prennent plus, ou alors ils ont déjà les personnes sur les exploitations. Et je pense machinisme ou élevage, il ne doit pas y avoir de différence. Enfin, je l'ai pas perçu du moins cette différence. Et au contraire, ils sont contents quand il y a des femmes qui viennent toquer à la porte. Du coup, on va parler un petit peu représentativité au sein des organisations agricoles, puisque vous êtes toutes les trois à des postes de représentation pour des organisations différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe, quels sont les freins à la présence des femmes? Alors, moi, ça va être facile pour moi parce qu'il n'y a pas de frein. Voilà, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas eu de frein à la Fédération nationale ovine. Dans la mesure où je suis mon deuxième mandat bientôt de la Fédération nationale au titre de la présidence nationale. J'ai été aussi au niveau régional, au niveau départemental, et que, comme je vous le disais, il n'y aura pas de progrès sans la volonté des hommes aussi de faire une place. Je veux juste vous donner une anecdote où mon président de FDSEA me demandait d'assister, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, de prendre la commission des agricultrices. Et je lui ai répondu, mais est-ce que je t'embête autant que ça pour que tu me mettes aux réunions tupperware? C'était un peu comme ça que je la voyais, cette commission agricultrice. C'est pas du tout péjoratif parce que je connais le travail que fait Jacqueline Cotier, je connais le travail de ses prédécesseurs qui ont permis justement d'avoir le congé maternité, de pouvoir avoir aussi une place au sein des organisations professionnelles agricoles et encore bien plus vieux dans la JAC où c'était les femmes qui tenaient la terre. On n'a pas parlé ici tout à l'heure des deux guerres mondiales, mais c'était vraiment les femmes, quand les hommes étaient à la guerre, qui avaient repris le chemin des charrues et de l'élevage. Et j'ai une pensée toute particulière à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, parce que demain, il y aura aussi des agricultrices et des femmes qui vont tenir le pays dans cette folie meurtrière qui est engagée. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de problème non plus, parce que dans le monde de l'élevage, souvent, le côté féminin ressort plus. 30% des éleveurs de moutons sont des femmes. Alors, on a l'avantage d'avoir les deux secteurs, laitiers, brebis laitières et brebis viande à la FNO. Et c'est vrai que là, on a cette particularité d'être attentive parce que c'est notre ADN, c'est la façon dont on est, mais on doit composer, on doit se compléter avec les hommes. Moi, je n'ai pas honte à vous le dire, hein, j'ai 0 matériel agricole sur mon exploitation, un tracteur. Tout le reste, depuis 30 ans, est en copropriété avec mes voisins, hommes. Et quand je suis un peu fatiguée ou qu'il faut atteler une machine, bah, je les laisse faire avec. Ils ont de la. Voilà, ils sont galants. Moi, Paul me dit, je t'ai attelé le room à l'heure, je t'ai attelé l'endéneur, tu peux y aller. Et on travaille ensemble. Et c'est cette complémentarité qui fait la force aussi d'un réseau, qui fait la force aussi, parce que celui qui en agriculture dit je peux faire tout seul, moi je pense que c'est un menteur. Parce qu'en agriculture, on travaille sur du vivant. On est sur du vivant végétal, du vivant animal. Et j'ai d'autant plus
la facilité de vous dire que je viens d'un autre milieu avec d'autres diplômes et j'ai tout appris auprès d'eux. Et souvent, c'est le collectif qui fait force de proposition. Je crois que, du coup, Véronique l'a dit, c'est parce qu'on est avec son conjoint, son frère, les GAEC, tout ça, ce monde collectif a fait la force de cette agriculture française et probablement européenne. Et vous voyez, dans le cadre de mon mandat, c'est de mon deuxième mandat au COPA-COGECA à Bruxelles, eh bien, les collègues irlandais, les collègues de l'Est ont dit non, on regarde ce que tu es en capacité de dire pour nous, mais on ne regarde pas le JAR. Alors bon, j'espère être pas une IT de l'agriculture, hein. J'espère aussi faire des émules dans d'autres secteurs comme celui d'Aurore aussi. Du coup, il n'y a pas de, enfin, en tout cas chez vous, je sais pas, alors quota, le mot est peut-être, mais de discrimination positive pour pousser les femmes à prendre des mandats. En tout cas. Non, absolument pas. Elles viennent si elles veulent et si elles veulent se donner du temps, parce que c'est vrai que c'est le temps qui est important. Quand on a des charges et qu'on n'arrive pas à déléguer tout ce qui est domestique, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis qu'en mandat et dans la vie, si le progrès, il arrivera qu'avec la volonté des hommes de dire bah, tu vas à ta réunion, moi je m'occupe des enfants, ou comment on se partage la semaine, cette semaine, si tu dois avoir un déplacement à Paris ou à Bruxelles, comment on peut faire. Je pense que c'est ça qui est important. À la FNO, au conseil d'administration, on a 15% de femmes. Elles sont issues des deux secteurs laitiers et viande, et elles sont sur toutes les régions de France. Elles viennent, ce sont des jeunes, des moins jeunes. Ma secrétaire générale, du coup, je souris parce qu'on est une présidente, une secrétaire générale. On est un peu atypique, c'est vrai, mais je pense que c'est pas parce que c'est possible, et ça sera que possible quand il y a une volonté de tout le monde, quoi. Mais moi, je suis pas trop. Alors, je suis pour une règle, madame, parce que c'est vrai que si on n'a pas un encadrement, à un moment donné, on voit bien qu'on bute sur comment on a été éduqué, sur la culture, sur le patriarcal, qui est quand même instauré dans notre judéo-chrétien, hein, disons-le, en Europe. Mais on voit partout sur la planète que la place des femmes, partout, elle est très, très fragile. Et des fois, on veut l'enfermer. Donc, si on veut essayer de faire progresser les choses, ce n'est pas un quota, c'est parce qu'on a des compétences, on a des capacités, on veut les partager, on veut cette vision croisée. Et avec cette vision croisée, on progresse. Très bien, merci. Et Véronique, vous en pensez quoi ? Comme l'a dit Clémentine Comer tout à l'heure, il y a quand même, on est dans une société très patriarcale et du coup, c'est pas si évident que ça pour une femme de trouver sa place. Pour des femmes de fort caractère, ça peut être assez facile, mais pour la majorité des femmes, ça l'est pas forcément. Donc, à la Confédération paysanne, en fait, en 2002, on a inscrit dans nos statuts une parité relative de minimum un tiers de femmes. Et forcément, couplé à une limitation du nombre de mandats, ça fait que en fait, le nombre de femmes dans nos structures va en augmentant, et y compris des femmes qui, au départ, ne se sentaient pas forcément la légitimité ou l'attractivité de prendre des mandats comme ça. En fait, entre ces deux systèmes-là, les quotas et la limitation du nombre de mandats, ça fait qu'il y a une variété de personnes de plus en plus importantes qui prennent des responsabilités et donc ça amène des femmes qui ne se seraient peut-être pas autorisées ou qu'on n'aurait pas autorisées à prendre des responsabilités aujourd'hui. Très bien, merci pour ces témoignages. Alors, il y a quelques semaines, il y a une mission parlementaire sur les coopératives qui vient de s'achever et qui a relevé le fait qu'au sein des conseils d'administration, 91% des administrateurs sont des hommes. Donc, l'une des préconisations de cette mission est de féminiser ces conseils en instaurant une parité relative, justement, qui serait proportionnelle au nombre d'adhérentes de la coopérative. Aurore, vous êtes adhérente de la coopérative Bourgogne du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous pouvez nous parler de la formation Atout Jeunes ? Alors oui, moi donc, je fais partie de la coopérative. Actuellement, on ne nous donne pas forcément envie de s'investir dans notre COP, mais là, par exemple, on est venu me chercher pour Atout Jeunes. Donc Atout Jeunes, c'est une formation de responsable, entre autres, et d'ouverture d'esprit aussi. Là, actuellement, nous, le thème, c'est sur la communication grand public et attente du consommateur. Donc, c'est vrai que c'est une formation parmi tant d'autres que je fais aussi via les JA, mais ça reste toujours quelque chose pour nous pousser vers le haut. Et je sais que moi, j'ai une coopérative qui a tendance justement à vouloir
féminiser un petit peu, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quand venir nous chercher. C'est ça qui est problématique. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient venir vous chercher? Et en fait, moi, je l'ai eu au niveau des JA. On parlait du futur mandat et on m'a dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi tu ne viendrais pas? Je dis, oui. Et effectivement, je rejoins le côté où on ne se sent pas forcément légitime au début. Et c'est vraiment si on nous pousse ou on a envie d'y aller. Et là, je pense que les COP, ils ont tout un travail à faire sur nous donner envie de venir et que ce soit un petit peu, entre guillemets, attrayant. Et Christophe, au sein des réseaux TRAM, alors du coup, la représentativité des femmes? Alors, au sein des réseaux de tram, je vais surtout parler du réseau que nous, on appelle les groupes de développement agricole, c'est-à-dire les GEDA, GVA, CETA, enfin, selon les acronymes, selon les départements et les régions. Il y a 30 ans, il y a 20 ou 30 ans, on avait beaucoup de groupes d'agricultrices 100% féminins. Voilà, elles ont permis à l'informatique de rentrer dans les fermes, à la comptabilité. Selon les époques, travailler des sujets qui étaient encore nouveaux. Hein. Vous pouvez parler tout à l'heure de tourisme rural, de collecte de déchets, d'abord de ferme, de relations humaines, donc des sujets nouveaux. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on s'oriente plutôt vers une mixité des groupes d'agriculteurs plus que vers des groupes agriculteurs d'un côté, hommes, agricultrices, femmes de l'autre côté. Et je pense que cette mixité est de plus en plus importante. On a dans ces groupes mixtes un certain nombre d'agricultrices qui sont les présidentes, les secrétaires générales, les trésorières. Et je pense que ça se fait tout naturellement de par l'intérêt de s'investir pour le collectif, pour son métier, de par la volonté de faire bouger les choses, et qu'aujourd'hui, c'est plus lié au fait d'être un homme ou une femme, mais voilà, c'est plutôt la volonté de faire bouger les lignes, et que voilà, aujourd'hui, par exemple, sur des sujets comme les médecines alternatives, tout ce qui est homéopathie, aromathérapie, acupuncture, on voit bien dans le réseau des groupes de développement, ce sont les agricultrices qui tirent ces sujets-là et qui entraînent leurs collègues masculins, mais qu'il n'y a pas de différence, ou il y a de moins en moins de différence. Voilà, on note plus cette segmentation qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans entre les femmes et les hommes, chacun de son côté. Alors, pour l'instant, voilà, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais voilà, que ce soit dans le Morbihan, que ce soit en Franche-Comté, on a de plus en plus d'agricultrices qui sont présidentes de groupes et ça se développe. Et je pense que c'est une bonne chose. On est là sur la question de la volonté, de l'investissement, plus que sur la question du genre. Le genre n'a pas vraiment d'intérêt sur le sujet. On veut s'investir, on veut faire développer son exploitation. Donc voilà, on fait avancer les choses, on s'investit, on porte des projets nouveaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets qui sont peut-être plus portés par les agricultrices. Je pense notamment à des questions de relations au voisinage. Il y a peut-être une sensibilité des agricultrices à certains sujets plus que leurs collègues masculins. Mais en tout cas, sur les sujets techniques, on voit que les agricultrices comme les agriculteurs s'investissent pour faire avancer leurs exploitations. Merci Christophe. Alors, question pour nos trois productrices. Est-ce que vous avez fait partie ou faites partie de groupes réservés aux femmes et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le développement des femmes en agriculture doit passer par des groupes en non-mixité? Et voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. J'y vais. Alors, moi, dans mon département, effectivement, il y a un groupe d'agricultrices. Là, par exemple, j'ai été sollicitée, j'en fais pas forcément partie, mais je les suis quand même sur des forums des métiers. Là, on va accueillir des écoles aussi sur nos fermes. Et ça, je trouve que c'est très important de le maintenir. Mais voilà, c'est plus effectivement de la communication. On dit il y a plus de femmes, mais si on sensibilise aussi nos collègues hommes, finalement, ils se rallient aussi. Et inversement, ça marche dans les deux sens. Après, au niveau des groupes, je fais également partie d'un groupe des 30 000. Après, c'est pareil, c'est très mixte. Voilà. Alors, le groupe femmes de la Confédération paysanne, qui est un groupe qui travaillait sur l'avancée des droits des femmes et plus d'égalité au sein de la conf, est non mixte depuis 2018 à la demande de certaines des participantes qui avaient besoin d'avoir un lieu où elles ne se sentaient pas jugées, bienveillant. Du coup, en fait, il y a un travail en non-mixité, mais qui a pour objectif, après, de permettre à toutes les personnes qui participent, à toutes les femmes qui participent,
de s'investir au niveau de la Confédération paysanne et de ses luttes et de ses revendications bien plus largement, mais en passant par un palier qui permet d'être dans un environnement, pour certaines, jugé plus bienveillant. Alors, en ce qui me concerne, je fais partie d'aucun groupe féminin, puisque je vous disais que je ne l'avais pas souhaité. Par contre, je vous rejoins, Christophe, quand vous parlez de sensibilité et de communication. Les femmes, du coup, par rapport aux conciliations d'usage dans la campagne, dans la ruralité, ont toujours peut-être une communication plus facile ou facilitée par leur genre. Par rapport aux hommes. Et moi, j'ai un exemple à vous parler. C'est dans le cadre de la prédation. À la FNO, on est impacté par ce phénomène depuis plus de 30 ans et on s'aperçoit que ce sont les femmes qui tiennent collectivement le groupe familial. C'est elles qui tiennent le moral des troupes, je dirais, parce que la prédation, c'est quelque chose de très violent et que psychologiquement, ça impacte toute la famille. Ça impacte bien sûr écologique, au niveau économiquement, mais on avait fait une action pour alerter l'opinion publique ici à Paris, il y a quelque temps de ça, à la FNO. On avait donc mis des brebis sous la tour Eiffel. Et par contre, moi, j'avais demandé aux éleveuses, aux filles, aux sœurs, de venir avec un t-shirt blanc et d'amener les agneaux orphelins. Et là, alors du coup, j'interpelle les journalistes que vous êtes. En fait, on a eu de bonnes retombées médiatiques parce qu'on parlait de notre quotidien avec la sensibilité d'une femme qui est là aussi parce qu'on lui demande de tenir la maison, de faire le lien entre la famille. Et elle expliquait tout simplement avec les agneaux orphelins qu'elle ne pouvait plus supporter ce choix qui est sociétal et plutôt urbain parce que ça explosait complètement les familles et ça faisait un monde rural du Moyen-Âge. Et je pense que c'est parce que c'était des femmes, parce qu'elles étaient avec leurs enfants, parce qu'elles étaient avec des agneaux orphelins, que les médias parisiens, je ne parle pas des journalistes de l'AFJA, parce qu'ils connaissent le sujet, ont pu retenir que derrière une volonté politique ou une vision un peu plus urbaine, eh bien, il y avait aussi de la désespérance et de la souffrance, et que c'était les femmes qui tenaient ça. Donc, du coup, je pense qu'on peut aussi utiliser, et moi je le fais tous les jours, quand vous êtes au ministère avec plein de bonhommes, s'il n'y a qu'une femme qui prend la parole, automatiquement, déjà de façon courtoise, on ne vous l'enlève pas, dans la plupart du temps, et après, on peut faire passer des messages que parfois un homme ne pourrait pas le faire. Je vois que vous avez plus d'expérience, j'ai peut-être été un peu protégée. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Alors, justement, vous venez de parler de la parole des femmes. Et qu'en est-il de ce qu'on appelle le mansplaining, donc le fait que des hommes expliquent à des femmes leur métier, comment elles le font, que les hommes prennent la parole. Je pense que vous êtes toutes les trois plutôt fortes en caractère et vous savez vous exprimer, mais est-ce qu'il faut forcément passer par une phase de confrontation pour faire sa place quand on est une femme dans le monde agricole ? Moi, j'ai juste, et je m'en arrêterai là parce que je suis trop bavarde. Déjà, l'étymologie, comment on s'exprime tous. On dit qu'une femme est autoritaire et on dit qu'un homme a de l'autorité. Quand on a compris ça... Véronique, juste pour rebondir, je pense que pour les groupes de développement agricole, les groupes ont été des lieux, des espaces d'échange et de parole qui ont permis à un certain nombre d'agricultrices de s'émanciper, de prendre des responsabilités, de faire bouger les choses. Et je pense que c'est important d'avoir eu ces lieux qui ont permis de faire évoluer la condition et les métiers. En fait, c'est assez difficile de répondre à cette question-là parce que je pense qu'il y a une diversité de femmes. Il y a aussi une diversité de groupes et pour certaines, ça a été des passages obligés. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je ne vais pas dire que ce n'est pas arrivé parce que ça n'a pas été mon cas. Il y a effectivement des femmes qui doivent se confronter à un milieu plus hostile que celui que j'ai rencontré. Donc, je pense que pour certaines, ça l'a été, une obligation de se confronter. Ce n'est pas un parcours obligatoire, fort heureusement.
Ouais, bah, identique pour moi. Je pense que c'est pas, ça dépend vraiment du secteur où on tombe. Pour ma part, par exemple, j'ai été guidée un peu par les JA quand même de mon canton, et c'est vrai qu'on se sent soutenu. Après, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que quand on tombe dans un bon groupe, ça aide beaucoup. Tout d'abord, je vais poser une première question par rapport à cette question de la prise de parole. Est-ce que vous pensez qu'il y a une utilité à mettre en place des formations à la prise de parole dans les différentes organisations, et notamment des formations dédiées aux femmes? Et deuxième question, plus pour Christophe, est-ce que vous avez vu une évolution des sujets abordés dans les groupes femmes? Clémentine Comer nous en a un petit peu parlé avant, mais j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience terrain. Oui, je pense qu'on a vu une évolution sur les groupes de développement agricole datent des années 60 avec les lois de modernisation agricole, et je dirais depuis les années 60, il y a une évolution. Les groupes d'agricultrices ont permis de faire entrer la comptabilité dans l'exploitation. Les agricultrices ont travaillé sur le tourisme rural, plus récemment sur des sujets comme le bien-être ou le mal-être en agriculture. Nous, on préfère dire dans les réseaux tram, la question du bien-être, comment se sentir bien dans son métier, comment l'appréhender, comment être attentif à son voisin qui peut éventuellement avoir des difficultés. Voilà, aujourd'hui, on s'oriente vers des sujets plus techniques, type médecines alternatives. On voit une évolution avec le temps, puis je pense aussi l'évolution de l'agriculture. C'est-à-dire que les groupes d'agricultrices ont suivi cette évolution et elles l'ont accompagnée. Elles ont aussi été sur des sujets peut-être que les agriculteurs sur lesquels ils ne souhaitaient pas aller. Elles ont été précurseurs, elles ont fait bouger les lignes. Donc aujourd'hui, vous y êtes tout à l'heure, on voit aussi beaucoup d'agricultrices qui sont dans des groupes 30 000, dans des GI2E, dans des groupes défis. La technique, c'est plus réservé aux agriculteurs, aux hommes. C'est mixte. Je veux dire, c'est juste une question de volonté et de répartition des tâches. On voit aussi dans les réseaux de tram, je vais vous parler des groupes de développement. On a dans nos adhérents des agriculteurs qui font de la méthanisation, qui font du compostage. Et sur ces sujets nouveaux, sur les questions de l'énergie, du compostage, du recyclage des déchets verts, on a beaucoup d'agricultrices qui s'investissent sur ces sujets-là. Donc oui, les sujets évoluent vers plus de techniques et de technologies aujourd'hui que par le passé. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que les groupes, ça reste des lieux de parole, d'échange, aussi sur la vie quotidienne, sur ce que les gens peuvent vivre au quotidien, sur leurs relations familiales, sur leurs relations avec leurs voisins, et que ça reste important de se dire que voilà, on vient parler technique, on vient faire des tours de plaine, on vient faire des tours d'étape pour apprendre de nouvelles choses, mais c'est aussi des lieux où on peut discuter de son quotidien, de sa vie de tous les jours, et que l'échange entre les personnes est important pour se sentir bien dans ses bottes et dans ses baskets. Je me permets juste de rebondir par rapport à ça, justement par rapport à ces groupes. Moi, personnellement, je le vis comme pour faire évoluer mon exploitation, parce que c'est hyper important aujourd'hui. On ne peut pas rester sur les acquis qu'on avait il y a encore 15 ans, même peut-être que 10 ans. Nos exploitations sont faites pour évoluer. Donc, effectivement, les échanges qu'on a entre hommes ou femmes, ils sont primordiaux. Entre départements, entre régions aussi, j'apprends énormément comme ça. Et par rapport à la question tout à l'heure sur la prise de parole, personnellement, j'ai fait une formation qui s'appelle Avenir Formation. C'est une école de formateurs via les jeunes agriculteurs en région. Mais je sais qu'il y a d'autres moyens de faire cette formation-là. Et ça nous booste aussi à se dépasser. Vraiment à oser prendre la parole, à y aller, quoi. Non, sur la prise de parole, je crois que tout a été dit par Véronique et Aurore. C'est vrai que c'est important déjà d'être assuré dans ce qu'on l'on dit, et que le meilleur moyen de pouvoir afficher quelque chose ou pouvoir prendre la parole, c'est aussi parce qu'on on est entouré et qu'on peut s'exprimer avec nos collègues, et ça nous renforce aussi. Après, je pense il y a parfois aussi des gens c'est un peu plus inné, mais les formations et les groupes de responsables, moi, je les ai fait aussi chez les JA. C'est clair que c'est très, très porteur, et c'est très important. Eh bien, très bien. Alors, moi, je voudrais reparler un peu de votre quotidien, du coup, d'agricultrice. Alors, en commençant par quelques exemples, il y a une bande dessinée qui est parue l'an dernier, je crois, qui s'appelle « Il est où le patron ?» Est-ce que, peut-être, Véronique, vous pouvez en dire quelques mots, peut-être commencer par expliquer pourquoi ça s'appelle « Il est où le patron ?»
Alors, il est où le patron? C'est le titre de la BD parce qu'en fait, c'est une phrase qu'on entend souvent quand on est une femme. Enfin, bon, moi, j'ai plutôt entendu il est où le gérant, mais à quelque chose près, c'est quand même la même chose, que ce soit au téléphone ou que ce soit dans la cour de nos fermes. C'est une phrase qu'on entend très, très souvent quand on est une femme sur une ferme. Voilà, donc du coup, c'est une BD qui a été pensée par des jeunes femmes qui sont installées en agriculture, donc des jeunes femmes issues de notre réseau. Et donc, ça retrace l'histoire de 4 femmes avec un concentré de tout ce qu'on peut entendre et vivre comme phrases, comportements sexistes dans notre parcours agricole, fait avec beaucoup d'humour. Oui, d'ailleurs, pendant la préparation de nos échanges préalables, Michel, vous nous racontiez que ça vous est arrivé avec un commercial une fois, je crois. Ah oui, il est revenu 3 fois dans la même journée. Le matin, il m'a demandé, le patron n'est pas là. Alors, c'était une affirmation. Il ne me demandait pas où il était. Il me demandait est-ce que le patron n'est pas là. Donc, ça sous-entendait que, de toute façon, j'étais exclue de son référentiel. Et donc, je lui ai dit non. Il est revenu à midi. Il n'est toujours pas là, non. Jusqu'à revenir une 3e fois et à croiser mon mari qui ne travaillait pas du tout sur l'exploitation. Et lui, il lui a dit, ah bah, sinon, mais la patronne, moi, ça ne me regarde pas, il faut voir avec la patronne. Bon, c'est sûr qu'il a été un peu surpris. Enfin, moi, je pense que c'est comme je vous disais tout à l'heure sur la question de comment on se présente aussi. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses encore à faire évoluer dans la tête et parfois même dans nos têtes à nous de femmes. C'est important aussi de se dire qu'on est en capacité de faire, pas uniquement sur la compta, mais aussi, mais beaucoup, le matériel a beaucoup évolué. Et j'ai aussi souvenir, lors d'une manif, d'avoir déplacé un tracteur qui était mal positionné sur la place de la ville de Clermont-Ferrand. Et je me souviens très bien du gendarme qui m'a regardé monter dans le tracteur en me disant « elle va tout me péter ». Et en fait, voilà, il y a des choses, on l'a vu aussi, mais mes collègues ont dû le voir aussi quotidiennement avec les sécheresses consécutives et les chauffeurs de routiers qui disaient « ah mais non, mais elle ne va pas me défaire la paille là parce qu'elle va me péter toutes les ridelles ». Donc tout ça, on a plein d'anecdotes comme ça. Ça va quand même tendre à disparaître parce que le commercial, c'est sûr que je pense qu'il s'y est plus jamais fait prendre. Alors peut-être que Aurore ou Véronique, vous avez vous aussi des anecdotes de sexisme que vous avez rencontrées et que vous aimeriez partager et comment vous y avez répondu? Moi, c'est même pas, enfin, j'ai même pas besoin d'y répondre. En fait, c'est tout bête quand en période de moisson, je traverse une ville, je suis obligée de traverser une ville pour aller au silo pour livrer. Et les gens, souvent, ils sont comme ça, ils regardent vraiment tout le long. En fait, ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Et moi, ça me fait tout le temps rire. Et je m'amuse des fois à mettre des trucs sur les réseaux sociaux en disant bah oui, je conduis un tracteur. Et en plus, il y a la légende rose. Non, bah moi, c'est un petit peu les mêmes types d'anecdotes. Du coup, les personnes qui veulent voir le patron, et dans ce cas-là, du coup, on laisse tomber. On lui dit s'il veut voir le patron, et ben, il verra personne, et puis ça sera bien fait pour lui, quoi. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure du rôle aussi des hommes, même si, enfin voilà, 3 témoignages féminins, dans le fait aussi de faire avancer les choses. Et quel regard porte, question pour toutes les 3, quel regard portent les hommes autour de vous, que ce soit en agricole et en para-agricole, sur les revendications aussi féministes sur la place des femmes en agriculture? Et ben là encore, il y a une diversité de réactions. Il y a des hommes pas très ouverts qui n'ont pas l'impression que du coup ils sont les bénéficiaires d'un système patriarcal et qui ne comprennent pas du tout pourquoi on a des revendications. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui nous disent aidez-nous à défaire ce schéma-là. Et on ne voit pas en fait tout ce qu'on fait qui est le résultat de ce carcan dans lequel on est. Du coup, dites-le nous quand on a des attitudes complètement cons. Donc là, c'est pareil, il y a une diversité, un panel qui va à ceux qui pensent qu'il n'y a rien et ceux qui disent on voudrait bien s'en sortir, mais en fait, on est aussi coincés que vous dans ce schéma-là, quoi.
Moi, je dirais comme Véronique. Après, ce que je remarque chez les jeunes agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a un échange beaucoup plus fort entre le couple qui est sur la ferme et le fait que le couple soit sur la ferme. Du coup, il y a forcément des choses qui changent et qui évoluent, quoi. Et je revenais sur le travail aussi. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de facilité à faire beaucoup de travail, soit avec du machinisme, soit avec de l'innovation, soit avec de la délégation aussi. Et c'est dans ce cadre-là où il y a cette vision croisée que du coup, je pense qu'il y a des clivages des verrous qui tombent là. Surtout sur les jeunes générations d'aujourd'hui, je pense. Alors moi, je valide, mais en plus, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que je suis toute seule sur l'exploitation. Donc, c'est pareil. Si je cherche, comme tout à l'heure, on disait, on ne cherche pas le patron. Je suis toute seule. Je travaille avec mon frère qui est en TESA. Souvent, on me dit, ah bon, ton frère, il n'est pas installé avec toi? Ben non. Et ça surprend encore, je trouve, beaucoup. Christophe, quel est votre regard sur ces témoignages et sur notamment la place des hommes dans l'évolution de la place des femmes en agriculture? En 1975, il y a Jean Ferrat qui chantait que l'avenir de l'homme, c'était les femmes. Je pourrais dire que l'avenir de l'agriculture, ce sont les agricultrices, mais ce serait un peu, peut-être un peu paraphrase et conclusion hâtive de ce débat. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où on tend vers une égalité, enfin, on essaie d'aller vers une égalité. Il y a aujourd'hui, je disais tout à l'heure, un quart des femmes qui sont chefs d'exploitation. Il y en a une jeune fille sur 2 dans l'enseignement agricole. Donc voilà, on est à la parité déjà dans l'enseignant, pas encore au niveau de l'installation, mais on y tend. Voilà. Moi, je dirais plutôt que parler de temps qui court, compte tenu de l'état actuel de notre société, c'est que l'avenir de société, ce sont les agricultrices et les agriculteurs, parce que voilà, production alimentaire, production d'énergie, production de gaz vert, voilà, agricultrices et agriculteurs ont beaucoup de choses à faire pour notre société ensemble, dans les mois, encore dans les années qui viennent. Et je dirais, oui, les agricultrices sont l'avenir de l'agriculture, tout comme les agriculteurs. Je me permets juste un rajout par rapport à ça. Effectivement, j'ai fait un petit truc de com, j'aime bien sur les réseaux faire quelque chose, souvent des petits posts. Et là, effectivement, j'ai mis que l'avenir, en gros, c'était les femmes et les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique qui est le renouvellement des générations. Et là, clairement, ce n'est pas que les hommes ou que les femmes, c'est tout le monde. Et question un peu, voilà, vous avez tous dit que c'était aussi des évolutions sociétales. On a un mouvement MeToo qui, dans la société, sur la dénonciation de cas de harcèlement. On a parlé de problématiques, tout à l'heure, Madame Liébert en a reparlé sur la prévention des violences sexuelles et sexistes. Est-ce que le monde agricole a son propre MeToo en cours ou est-ce que c'est des problématiques qui, pour l'instant, ne ressortent pas forcément ? Alors, le monde agricole, il est traversé par ces problématiques-là, exactement comme le reste de la société. Moi, je peux parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue au sein du syndicat de la Confédération paysanne. Donc, il y a eu effectivement des cas de harcèlement qui sont remontés et ça n'a pas été si évident que ça pour nous de prendre en charge, comme tout le monde. C'est un peu violent quand ça nous arrive, entre du coup être dans le déni ou l'affronter. Voilà, en fait, on s'est pris ça un peu dans la tête. On a choisi de l'affronter. Ça n'a pas été très très simple, on va pas se le cacher. Du coup, ça remue pas mal, ça monte les gens les uns contre les autres, il y a des partis pris, donc en fait c'est quand même compliqué. On a essayé du coup, on a résolu ces problèmes-là. Maintenant, on s'y est attaqué, on s'y est confronté, on les a soldés, si on peut dire. Et pour essayer de prévenir et de mieux appréhender au cas où ça nous arrive à nouveau, on a essayé de travailler sur une procédure interne de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et le harcèlement moral.
Un travail qui a duré 2 ans à peu près, mais en fait, qu'on n'a pas réussi à emmener jusqu'au bout parce que, en fait, il était fait parce qu'il y avait eu des problèmes en interne et que du coup, c'était encore, ces problèmes-là pesaient en fait sur ce travail-là, sur les réactions des gens qui travaillaient, et donc c'était un peu compliqué de faire un travail serein et apaisé là-dessus. Donc, à un moment, le constat a été fait qu'on allait arrêter ce travail-là et le reprendre plus tard, quand il n'y aurait plus l'ombre de ces cas-là qui pèseraient sur ce travail. Ce qui nous a permis quand même de nous approprier tout ce qui est réglementation du travail, en fait, par rapport à ça. Et donc, du coup, même si avant qu'on reprenne notre travail sur la procédure, ça arrivait à nouveau, on s'est quand même familiarisé avec tout ce qu'il faut faire pour arrêter au plus tôt ou gérer, si on n'a pas pu arrêter, des problèmes de harcèlement. Et Aurore et Michel, c'est des sujets dont vous parlez, ne serait-ce qu'en termes de prévention au sein de, enfin voilà, soit des syndicats, soit des organisations autres dans lesquelles vous pouvez être engagé. J'avoue que moi, chez JA, on n'en entend pas plus parler. Alors, est-ce que c'est plus bienveillant qu'ailleurs ou est-ce qu'on n'ose pas en parler? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais c'est vrai que c'est peut-être un sujet à creuser. Oui, ça peut être intéressant. Moi, à ma connaissance, non, le monde au vin auquel j'appartiens, j'ai jamais eu de problème particulier. Après, en tant que femme, c'est autre chose. Hein. J'ai été fonctionnaire, j'ai eu une autre vie privée. Dans le privé, là, je pense que ce mouvement MeToo est une libération. Il faut que aussi le déni, il faut que ça sorte. C'est peut-être un mal nécessaire pour que ça ne se reproduise pas, parce que l'objectif, c'est justement ce respect mutuel qu'on doit avoir l'un envers l'autre, quel que soit le genre. Merci pour ces réponses. Alors, je vais vous demander à chacune et chacun de donner pour le mot de la fin ce qui reste à votre sens à faire pour faire évoluer la situation. Je veux juste redire que en fait, c'est la société qui doit prendre tout entière cette problématique de parité, que de mon point de vue, rien ne se fera sans nos confrères hommes, pour qu'on ait la place légitime auquel, dans une société, tout le monde a droit. C'est un peu large comme question. Je sais pas, sensibilisation, formation des plus jeunes âges, et puis pour accompagner le temps qu'il y ait une réelle égalité, un accompagnement par une réglementation. Après, moi, ça rejoint la question de l'engagement qu'on a sur, moi, par exemple, au niveau des JA ou même pour tout autre engagement, que ce soit association ou autre. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas comme initiation dès l'école. Et ça, c'est un truc où j'aimerais bien un jour qu'on ait un rapport d'orientation chez JA sur ça, qu'on puisse intégrer le fait de s'engager et de prendre parti sur ce que l'on aime et sur ce que l'on veut porter. Donc, nous, pour l'agriculture, voilà. Christophe, le mot de la fin? Le mot de la fin, non, certainement pas. Je pense que l'agriculture il va être différente du reste de la société. On ne peut pas dire qu'il y a le monde agricole d'un côté, il y a le monde de l'industrie, il y a le monde des entreprises. L'agriculture est une des composantes de notre société et qu'on doit tous évoluer, hommes et femmes et hommes, pour que demain, on ait plus d'égalité entre nous, plus d'égalité entre les personnes. Donc, je n'ai pas de revendication particulière, mais je pense qu'on est dans un courant d'évolution qui doit continuer pour que demain, on ait qu'on ait peut-être plus d'agricultrices installées, comme on pourrait avoir plus de femmes dans certains secteurs d'activité ou je sais pas, dans l'informatique, ou plus d'hommes qui auraient travaillé dans le monde du social. Je ne fais pas vraiment de différence entre l'agriculture et le reste de notre société en termes de mixité ou de parité. Je pense que tout le monde peut ou doit trouver sa place en fonction de ses attentes, de ses envies, pour bien vivre son quotidien et son métier.
Merci à tous. Bon, c'était très intéressant. Évidemment, on aurait pu continuer des heures parce qu'il y a plein de sujets qu'on aurait voulu aborder qu'on n'a pas pu. Merci infiniment à toutes nos intervenantes et à notre intervenant. Et bonne journée à tous. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.